Bruno Portelli pour French of America. Ce soir, je suis en compagnie du député représentant les Français à l'étranger, Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le rôle du député représentant les Français à l'étranger? Alors d'abord les Français des États-Unis et du Canada, puisque la grande différence avec les sénateurs, c'est que le monde est partagé en 11 circonscriptions. Et je suis député de la première circonscription, c'est-à-dire celle qui comprend l'Amérique du Nord et qui fait 40 fois la taille de la France. Donc une circonscription vaste dans laquelle je me rends la moitié de mon temps à peu près. Pour la moitié, je suis au Parlement, à l'Assemblée nationale, où d'ailleurs je défends sur de nombreux points les Français qui vivent ici. On pourra peut-être évoquer des questions comme la fiscalité, la CSG, CRDS ou même les questions d'éducation. Et puis le reste de mon temps, je suis au contact de nos compatriotes. Je suis aujourd'hui à Miami, mais j'étais à New York avant-hier et ça fait 15 jours que je suis aux États-Unis et au Canada parce que pour moi c'est essentiel que, en plus du contact par une petite newsletter que j'envoie, non pas d'ailleurs à un rythme régulier, mais quand j'ai des choses à dire, parce que je sais que le temps des Français est précieux, et donc j'essaye de leur parler quand j'ai des choses à dire, et sinon j'aime bien aller à leur rencontre, parce que c'est essentiel pour moi, ne serait-ce que pour bien comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Et je dois dire que depuis un certain nombre de mois, je vois que les demandes de nos compatriotes sont de plus en plus nombreuses et je m'en félicite. Vous dites que vous êtes au contact, si un concitoyen souhaite vous poser une question, quelle est la façon de procéder? D'abord, quand je fais mes rencontres, je fais des permanences dans les consulats, quand je me rends dans une ville. Donc ça peut être un moyen très direct, on se voit. Ensuite, les newsletters, aujourd'hui, quand j'en envoie une, j'ai généralement 300, 400 emails de Français qui me posent des questions précises les concernant. Je fais aussi des web permanences. Revenons, si vous le voulez bien, sur quelques dossiers d'actualité. Où en sommes-nous des contrats santé, des adhésions à la CFE liées justement aux contraintes d'Obamacare? Écoutez, les choses avancent, il était temps parce que les Français ont découvert quand ils ont payé leurs impôts, pour beaucoup, qu'ils avaient des pénalités. Donc ça fait des mois et des mois que tant notre ambassade que nos consulats demandaient à la CFE de bâtir une solution. Je crois que c'est fait. D'ailleurs, elle a été en grande partie construite ici à Miami, avec des produits d'assurance qui sont adaptés parce que agréés pour Obamacare. Et donc il y a enfin une solution qui existe. Alors, il y a sans doute, j'imagine, un certain nombre d'autres produits qui vont exister, qui vont venir sur le marché, mais au moins il y a une solution. Voilà. Cette solution est actuellement sur le marché? Elle est actuellement sur le marché et elle est en train, il faut que les Français aillent voir les agents d'assurance, mais elle est en train de prospérer. Une avancée significative a été faite en Europe dans le domaine de la fiscalité justement des résidents à l'étranger, notamment pour la CSG et la CRDS. Donc c'est valable actuellement pour l'Union européenne, mais pour les résidents aux États-Unis, hors de l'Union européenne, qu'en est-il? Moi j'ai déposé des amendements, j'ai défendu dans l'hémicycle cette position et j'ai appuyé un certain nombre de recours d'un certain nombre de nos compatriotes devant les tribunaux, devant le Conseil d'État et devant la Cour de justice de la Communauté européenne. Et la bonne nouvelle, c'est que la France a été condamnée pour cette décision. Alors vous l'avez dit, elle a été condamnée évidemment concernant, puisque c'est la Cour de justice européenne, elle a été condamnée pour les Français vivant en Europe. Mais il vous a sans doute pas échappé que j'ai fait voter il y a quelques mois un amendement là aussi très important pour nos compatriotes sur la question des plus-values où, tirant les leçons d'une décision du Conseil d'État, j'ai aligné le pourcentage pour tous les Français de l'étranger. Les Français hors Europe étaient à 33 un tiers,
les Français d'Europe étaient à 19. Aujourd'hui, tout le monde est à 19. Et donc, vous comprenez bien que, fort de cet amendement que j'ai fait voter, je vais dire au gouvernement que puisque sur les plus-values, on traite de la même façon tous les Français qu'ils habitent en Europe ou hors Europe, pour la question de la CSG qui notamment d'ailleurs pèse sur les plus-values, puisqu'elle pèse à la fois sur les revenus fonciers, les revenus locatifs des Français qui gardent un bien en France, ou sur les plus-values s'ils revendent, eh bien je veux me servir de cet amendement et de cette jurisprudence passée pour contraindre le gouvernement à traiter de la même façon les Français qu'ils vivent en Europe ou pas. Maintenant, on va aborder un petit peu les problèmes liés à l'éducation aux États-Unis. Aujourd'hui, récemment, on a essayé d'enlever l'homologation des écoles françaises à Miami. Les frais de scolarité dans les établissements français s'envolent. Y a-t-il un moyen pour remédier un petit peu à toutes ces dérives économiques ? J'ajoute, vous auriez pu dire qu'il y a un problème sur les détachements de professeurs en plus. Et vraiment, pour moi, c'est un sujet majeur. Et je considère, je l'ai dit à de maintes reprises au gouvernement, dans l'hémicycle, j'ai obtenu l'engagement du gouvernement, par exemple, sur la question des bourses, que le 401k, qui, par une décision absolument surprenante, a été mis dans le calcul pour savoir si le patrimoine permet ou non d'avoir une bourse, qu'il soit sorti. Le ministre Macron a pris l'engagement que ce problème serait réglé. Donc j'ai demandé hier à Miami au ministre Fekl d'annoncer rapidement une décision sur ce point. Vous avez évoqué ensuite la question de l'homologation. C'est un sujet sur lequel je suis intervenu là aussi à de nombreuses reprises. Je suis intervenu dans l'hémicycle. Je suis intervenu auprès du Premier ministre. Je l'ai fait à nouveau hier, avec, je crois maintenant, des nouvelles qui sont rassurantes, c'est-à-dire que il reste encore 2 établissements sur lesquels le gouvernement n'a pas décidé et considère qu'il y a encore des problèmes pour l'homologation, c'est Sunset et Carver, mais j'ai obtenu qu'il y ait un délai d'1 an qui permettent de trouver les aménagements nécessaires pour qu'il y ait cette homologation. Et j'ai l'engagement qu'au bout, il y aura bien l'homologation. Donc il va falloir ensuite se mettre autour de la table pour voir les points précis, évidemment. Alors, je rajoute le problème des détachements, parce que c'est un vrai sujet. De la même façon que vous avez parlé des frais de scolarité. Tout ça est lié, évidemment, à l'évolution globale qui est que la France se désengage du système éducatif. Et c'est une faute majeure. C'est une faute majeure, évidemment, vis-à-vis de nos compatriotes qui sont ici, mais c'est une faute pour la France. Parce que je fais partie de ceux, c'est vrai que ça n'est pas toujours partagé. Vous savez, en France, on a un peu tendance, le débat politique, à se concentrer sur les frontières de l'Hexagone. Tout ce qui est au-delà, même l'Europe, ça fait peur. Alors vous imaginez, au-delà de l'Europe. Moi, je crois à un avenir mondial pour la France. Et donc cet avenir mondial, il se construit d'abord avec les Français qui sont à l'étranger, qui sont d'une certaine manière des forces projetées par la France. Et donc plutôt que de les culpabiliser, de vouloir les pénaliser en permanence, plutôt que de se désengager du système éducatif, il faut au contraire investir sur le système éducatif. Parce que chaque enfant français qui est dans le système américain, si la France n'investit pas, au final, c'est un enfant français que nous perdrons. Alors que si nous investissons, c'est un enfant français qui, quand il travaillera, restera un véritable lien avec notre pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, stratégique. Je regrette cette orientation du gouvernement, mais je dois dire la vérité. Malheureusement, y compris dans ma famille politique, il y a un peu trop d'hommes et de femmes politiques qui considèrent que, après tout, les Français qui sont partis, c'est leur responsabilité et ils ont décidé de couper avec la France, donc la France doit couper avec eux. Moi, je pense exactement l'inverse. Donc il faut garder en tête qu'il n'y a pas loin de 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde, quand même. Mais vous savez, c'est hallucinant de voir comme le seul pays qui ne se rend pas compte de la puissance de la francophonie, c'est la France. Regardez par exemple la question des programmes audiovisuels. C'est quand même hallucinant de voir que quand on est français ici, alors il y a des tas de moyens maintenant, parce qu'il y a des gens
ici qui ont été malins et qui ont inventé des dispositifs pour contourner la géolocalisation. Enfin, c'est quand même hallucinant d'imaginer que les chaînes de télévision françaises, j'ai fait le tour des patrons des chaînes, de même que j'ai été voir le CSA pour ça, ils trouvent le moyen, alors que la BBC arrose le monde de ses programmes, nous, si on n'est pas en France, on n'a pas le droit de les voir. Enfin, on se dit qu'on est sur une autre planète. Et au même moment, vous avez la Chine qui ouvre une chaîne en français, la Corée du Sud qui ouvre une chaîne en français, Al Jazeera qui ouvre une chaîne en français. Voilà. J'essaye d'expliquer à mes interlocuteurs qu'en réalité, c'est une perte de valeur pour eux et que c'est en plus se tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Moi, je regarde aux États-Unis, ils sont beaucoup plus conscients du poids de la francophonie. Par exemple, c'est Forbes qui avait publié une étude qui disait à horizon 2050, ce sont des démographes américains, des économistes américains, c'est pas des Français qui le disaient. Forbes disait le français va devenir la première langue du monde. Peut-être qu'il se trompe. En tout cas, il considère qu'avec le développement de l'Afrique, le français sera première langue dans le peloton de tête, première langue. Eh bien, moi je vois les Américains, vous le voyez ici, vous le voyez à Miami, comme ils misent sur le multilinguisme, ils misent sur le français. Je le vois à New York, je le vois un peu partout. Je vois pas la même chose au Canada. Mais en France, on a l'impression que personne n'a compris que c'était un des enjeux majeurs pour notre pays, qu'on a au XVIe et au XVIIe siècle des jeunes Français qui sont partis à la conquête du monde, c'est pour ça qu'on parle le français partout, et nous on culpabilise nos jeunes Français qui veulent venir à l'étranger. J'ai organisé il y a quelques jours à Paris, à l'Assemblée nationale, une rencontre où il y avait 250 jeunes, vraiment de tous horizons. C'est-à-dire, vous aviez des jeunes de banlieue qui n'avaient pas de diplôme, vous avez des gens qui étaient en apprentissage, vous avez des gens qui avaient été diplômés de Sciences Po, des grandes écoles, des universités. Et le thème de cette soirée, c'était « Partez à la conquête du monde ». Ils ont pu échanger avec de nombreux jeunes qui ont réussi grâce à leur expérience à l'étranger. Et j'ai annoncé ce soir-là, je le dis d'ailleurs, j'en profite à tous les entrepreneurs français qui sont à Miami s'ils veulent participer à l'opération que j'ai lancée, une opération de mentorat, pour qu'un entrepreneur d'Amérique du Nord mentore un jeune de banlieue ou un jeune de zone rurale. C'est-à-dire ces jeunes qui n'ont pas la chance de voir le monde. Et je crois que c'est comme ça qu'on va changer à la fois notre pays et qu'on va donner l'espoir de réussite à notre jeunesse. Enfin, une dernière question, on va changer un petit peu de sujet. Une question sur une question qui fait débat justement en ce moment en France, la loi du renseignement. Je souhaiterais avoir votre avis un petit peu sur cette loi polémique. Écoutez, j'étais à New York la veille du vote de la loi. Pendant tout le débat, j'étais en séance, j'ai défendu beaucoup d'amendements parce que je considère que l'équilibre qui a été trouvé par le gouvernement n'est pas suffisamment protecteur des libertés. Moi, j'avais dit très clairement que j'étais favorable à un Patriot Act, mais j'avais dit à la française. Patriot Act, ça veut dire un texte spécifique pour lutter contre le terrorisme. Oui, bien sûr. Mais à la française, ça veut dire protecteur des libertés, des données personnelles, du secret médical, par exemple. J'ai même pas réussi à obtenir que mon amendement soit voté sur le secret médical. Donc j'ai pris la décision de m'abstenir sur le texte en attendant son examen au Sénat. Et j'ai demandé à un certain nombre de sénateurs de défendre les amendements que j'avais moi-même défendus à l'Assemblée nationale et d'autres. Et je ne doute pas, puisque la commission des lois au Sénat est très protectrice des libertés depuis toujours, que le texte qui sortira du Sénat sera plus équilibré. En fonction de l'attitude du gouvernement par rapport à cet équilibre, je prendrai la décision ou non, au final, de voter le texte. Peut-on protéger la société sans toucher aux libertés individuelles ? On peut en tout cas protéger la liberté en prenant des précautions pour que la surveillance parfaitement louable des terroristes en puissance et des gens qui sont dangereux ne devienne pas un système d'écoute généralisée de tout le monde. Quand vous avez un texte qui vise 7 points différents, le terrorisme étant le point numéro 4, et que vous avez un certain nombre de dispositifs d'écoute qui sont prévus quand les intérêts économiques de la France sont en jeu, ça ouvre quand même des portes un peu trop larges, à mon avis, à des écoutes généralisées de tout le monde. Donc on ne doit pas jouer avec la liberté des gens.
Mais moi, je considère que mon devoir, c'est de voter sincèrement. Très bien, monsieur le député, merci. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous et merci de ce que vous faites pour la communauté française. Merci.